Salut les devins, c'est Saikyo. Les news et les spoilers concernant le chapitre numéro 68 de Dragon Ball Super ainsi que ses révélations sont absolument énormissimes. Je vais vous partager ça dès aujourd'hui. Ce sont donc les ébauches, les pages brouillons par Toyotarou révélées sur le site officiel de Dragon Ball, dragonball.news. Les pages sont généreuses, elles sont au nombre de 12 et elles sont également généreuses en matière de contenu. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses. La vidéo va se dérouler alors en deux temps. Le premier dans lequel je vais vous lire le résumé très détaillé qui en a été fait par Freza pour le site dragonballsuper-france.fr, tout en vous affichant en parallèle les images correspondantes, comme ça vous aurez à la fois le contenu traduit et les visuels qui vont avec. Et dans la seconde partie de vidéo, ça sera un petit peu plus la partie analyse et surtout pour décortiquer ces images, car vous allez voir que si on regarde vite fait en diagonale les pages et que l'on s'en arrête au résumé, donc aux traductions, on rate des choses. Donc je vous invite sincèrement à ne pas rater les fameuses informations que recèlent l'intégralité de ces pages aujourd'hui. Il nous est alors appris que le chapitre s'appelle « Le survivant Granola ». C'est à peu près le même titre que le titre de l'arc, tout simplement, Granola le survivant. Le chapitre commence avec un rêve que fait le personnage de Granola. On se retrouve sur ce qui semble être sa planète natale, sur laquelle on y voit des vaisseaux, de l'armée de Freezer et plein de singes géants, les Oozaru, qui sont en train de tout dévaster et de tout tuer sur leur passage. C'est un génocide, c'est une invasion. Granola se réveille alors brusquement de ce cauchemar, de ce rêve. Hotmeal, son associé, lui demande si tout va bien et s'il a encore fait ce même rêve qu'habituellement. De manière tout à fait logique, Granola répond de manière affirmative, c'est bel et bien le même cauchemar que d'habitude, et Hotmeal tente de rassurer son compagnon en lui disant que tout va bien, qu'ils ont réussi à mettre la main et à prendre possession du personnage de OG73 sans aucun problème, et que les propriétaires de 7-3, donc Goichi et compagnie, ne les poursuivent pas au vu des dégâts qu'ils viennent de subir. On a d'ailleurs un plan qui nous montre Goichi et sa bande totalement effondrés de s'être fait voler 7-3 une fois encore, car je vous le rappelle, la bande de Moro, donc le gang de Sagambo, avait déjà volé 7-3 à la base. Granola semble alors se rendre vers un endroit assez lointain, et c'est tellement loin que Hotmeal conseille à Granola de se mettre en sommeil, en biostase. Granola refuse en disant qu'à cause du cauchemar qu'il vient de faire, il est actuellement plus que bien réveillé. Hotmeal se permet de demander à Granola si Granola en veut toujours à l'armée de Freezer par rapport aux événements que l'on voit dans le cauchemar. Et Granola répond que oui, qu'ils sont tous détestables. Hotmeal demande alors confirmation du fait que Freezer soit bien mort il y a maintenant des années et que ce qu'il reste de son armée ne sont que des insectes, donc ils n'ont absolument rien à craindre. Granola répond que oui, selon ce qu'il a entendu, selon son niveau d'information, l'armée de Freezer et Freezer sont tous foutus. C'est-à-dire que pour Granola, Freezer est mort, il n'est jamais revenu dans Fukkatsu no F et n'est jamais revenu à la vie après le tournoi du pouvoir, grâce aux remerciements de Whis et de Beerus surtout, et Hotmeal répond alors qu'il ferait mieux de se calmer, que Freezer et sa bande ne sont plus d'actualité et qu'il faut les oublier. Granola dit à Hotmeal qu'il n'a pas tort, il va essayer de se calmer et tout ça. En plus, il se rend compte que ce n'est pas uniquement l'armée de Freezer qui a tué les siens, qui a tué son peuple, ce sont aussi les singes bestiaux qui étaient dans l'armée de Freezer, donc les Oozaru, les Saiyans. Le mystérieux Granola le devient tout d'un coup beaucoup moins car il nous révèle également quel est son peuple de base, c'est le peuple de la planète céréale, les Céréaliens. Et cela s'inclut en toute cohérence dans l'œuvre de Dragon Ball avec les Saiyans qui habitaient à la base de la planète plante, originellement partagée entre eux, donc les Saiyans les végétaux, les Tsuful les fruits, maintenant nous apprenons qu'il y a une autre planète, planète céréale, donc céréaliens. Et on comprend alors d'autant mieux pourquoi est-ce que Hotmeal fait référence aux flocons d'avoine, les céréales, et pourquoi est-ce que Granola fait référence au mix de céréales de par ses origines ancestrales. Malheureusement, ou peut-être même heureusement pour la Z-Team, Granola n'est toujours pas au courant que certains Saiyans persistent, existent toujours, comme Goku, ses amis Vegeta, Goten, Gohan, Trunks, Broly et j'en passe. Et en plus, Granola n'est pas au courant du réel motif de leur disparition. Granola a des informations totalement erronées, il pense que les Saiyans ont disparu après la collision d'une comète sur la planète. C'était bien sûr le gros mensonge que Freezer avait voulu faire gober à l'intégralité de la galaxie et aux Saiyans restants eux-mêmes. Mais en réalité, c'est Freezer qui a détruit cette planète et Granola ne le sait pas. Par conséquent, Granola ne comprend pas trop pourquoi il continue de faire ce rêve-là, car les gens après qui il a de la rancœur ont disparu. Et fort évidemment que nous, en tant que lecteurs, nous comprenons que ce rêve continue de lui parvenir, car à la fois Freezer et les Saiyans sont toujours là. Hotmeal demande confirmation si les singes bestiaux s'appelaient les Saiyans, Granola confirme, donc il est au courant de ce nom-là. En parlant de Saiyan et de singes Saiyan, on transite alors totalement vers Goku, qui est sur la planète de Beerus et qui semble faire des singeries. En réalité, Goku n'était pas en train de faire des bêtises ni de s'amuser, il voulait attraper le personnage de Yugingyo, le poisson oracle, plus communément appelé comme ça en français, pour que Whis puisse faire une piqûre au poisson oracle. Vegeta est présent aussi, et il semblerait que le poisson ne parvienne pas à s'endormir par lui-même, et qu'il soit obligé, alors Whis, de lui faire une piqûre de vitamine pour qu'il puisse s'endormir.
Vegeta ne comprend pas trop, déjà avoir un poisson oracle c'est un petit peu space, et en plus que ce poisson n'arrive pas à s'endormir et qu'il faut une piqûre de vitamine pour qu'il y arrive, ça semble surréaliste. Whis répond que oui, ça arrive de temps en temps au poisson oracle. Et l'ange de l'univers 7 ajoute du contexte en nous disant que en général, quand le poisson oracle n'arrive pas à dormir, c'est un très mauvais présage pour l'avenir qui se prépare. Vegeta est alors choqué d'entendre cela, et Whis se permet de répondre en toute légèreté qu'on ne peut pas toujours s'y fier, tout en rigolant. Seulement Vegeta s'y est attardé, Whis a clairement décomplexé la situation, et Goku au contraire, lui, il est en train un petit peu de râler dans son coin parce qu'il commençait déjà à être content du fait qu'un nouvel ennemi surpuissant, ou plusieurs ennemis surpuissants allaient venir à sa rencontre, étant donné que le poisson oracle annonce du mauvais pour l'avenir. Beerus lui était en train de dormir dans son coin, il se réveille et crie après Goku, comme quoi ça ne lui sert jamais de leçon, même après l'arc Moro, et qu'au final c'est toujours Son Goku qui récolte les fruits de ses propres bêtises. Goku se demande alors s'il s'est passé quelque chose, et Whis répond que oui, ça serait même compliqué plutôt à expliquer, mais Whis n'en dit pas plus. Goku reprend alors son entraînement auprès de Whis, passant à volonté en ultra instinct maîtrisé, sous les yeux totalement énervés de Vegeta. Le combat / entraînement contre Whis se lance et nous n'en savons pas plus sur l'issue de celui-ci, mais il y a fort à parier que l'ange de l'univers 7 va totalement le dominer. Alors mes chers devins, vous êtes en possession de ce résumé-là, on va quand même rapidement revenir sur la plupart des pages, des 12 pages qui ont été révélées, des 12 premières en fait, de ce chapitre numéro 68 de DBS. Déjà le résumé et les pages en elles-mêmes sont assez énormissimes je trouve. Pour rappel, les pages qui sont entourées d'un cadre noir sont des pages de flashback et donc qui se passent dans un certain passé, et ici elles correspondent aux rêves, aux cauchemars de Granola. Il est assez difficile malgré tout, vu la qualité et la résolution des pages brouillons, d'y voir très clair sur ce que Toyotaro a voulu dépeindre, mais on y voit cette zone totalement dévastée. Ça me rappelle tellement, vraiment tellement la guerre entre les Saiyans et les Tsu-Ful, mais visiblement ça ne l'est pas, étant donné que Granola nous dit qu'il fait partie du peuple céréalien, et non pas d'un peuple Tsu-Ful. Après, je garderai quand même une petite pincette par rapport à ça, c'est que les informations de Granola sont toutes fausses sur toute la ligne. Granola pense que les Saiyans n'existent plus, il pense que l'armée de Freezer n'existe plus, il pense que les Saiyans ont été détruits par une comète, c'est totalement faux, et il pense qu'il reste à peine 2-3 mecs un petit peu paumés là, dans l'univers, dans la galaxie, qui travaillent pour Freezer, mais Freezer ne serait même plus là, quoi. Il est totalement à côté de la plaque. Est-ce que Granola ne serait pas, lui également, à côté de la plaque par rapport à ses propres origines? Même si ça me semble totalement improbable, il faut quand même garder cette possibilité en tête, mais peu probable, parce que si le peuple céréal était le peuple Tsu-Ful, et bien dans le rêve de Granola, on les verrait cohabiter avec les Saiyans, on verrait des installations Saiyans sur la planète, l'architecture ne correspond pas. Malgré tout, je garde quand même en tête le Lord Tsu-Ful parce que l'histoire de ces céréaliens, le chara-design aussi de Granola et de ses proches, de ses semblables, ressemble énormément à celui des Tsu-Ful. Est-ce que, à l'instar de Broly, qui a été remanié dans le film Dragon Ball Super Broly, ne pourrait-on pas avoir l'histoire des Tsu-Ful qui serait remaniée, réécrite sous couvert de peuple céréalien, et que la planète que nous voyons là serait par exemple la planète Plante ou planète Sadara, quelque chose comme ça, quelque chose de très ancestral par rapport aux Saiyans. Ils en ont pris possession pour y habiter, en plus avec une lune assez proche, ça pourrait réellement faire écho à cela. Cela reste à déterminer, mais le fait que les Saiyans collaboraient déjà avec l'armée de Freezer ou l'armée du roi Cold nous met sur la piste que ce n'est pas forcément les Tsu-Ful. Donc voilà, vraiment 1% de chance maintenant que ce soit des Tsu-Ful, mais connaissant Toriyama et ses ambitions et ses envies récentes de canoniser ou de remanier des trucs qui existaient auparavant, on ne sait jamais quoi, mais voilà, pour le moment c'est un peuple céréalien sur la planète céréale. Sur cette planète, nous y voyons un lieu qui me fait beaucoup penser aux anciennes églises que l'on pourrait trouver principalement en Europe. Cette voûte, cette architecture, cette espèce de petit clocher au-dessus. Également, ces vitraux à l'intérieur me font beaucoup penser à ce type d'architecture-là. Granola semble s'y rendre, tandis que les Ozaru rasent sa planète. Et lorsque Granola s'y cache, il y a un Ozaru qui se rapproche tout doucement de sa planque, et celui-ci passe complètement une tête par le trou qui est fait dans le plafond de ce local. Et on y remarque que ce n'est pas un Ozaru classique. Il a une cicatrice sur sa joue gauche. Alors si vous le voyez sur la joue droite, c'est normal, c'est parce que je mets les images à l'envers, droit d'auteur et tout ça, mais en VO c'est bel et bien sur sa joue gauche, et c'est exactement la même cicatrice que celle de Bardock. Bardock, le père de Kakaroto, le père de Son Goku, celui-ci était très manifestement en train de génocider le peuple de Granola, de l'envahir, de le raser, afin d'en faire quelque chose de nouveau, que ça soit pour les Saiyans, mais surtout pour le bien de Freezer et de son armée. Donc par rapport au cas de Bardock, ça me semble extrêmement probable que ça soit lui. Je pense que le fait de mettre Bardock n'est pas forcément qu'un easter egg, il était un soldat sur lequel on pouvait compter dans l'armée Saiyan et donc l'armée de Freezer par extension, donc je pense que c'est réellement lui qui est mis ici, mais j'ose espérer qu'au-delà de l'easter egg, ça va servir à quelque chose dans le scénario. Dans les deux cas, ça pourrait passer, même si c'est juste un easter egg et qu'on n'en parle plus jamais dans l'arc, mais clairement ça pourrait permettre à Granola
d'avoir encore plus de haine envers Son Goku lorsqu'il apprendra que les Saiyans sont vivants, et qu'en plus quelqu'un qui ressemble, et qui est donc la filiation, la descendance de celui qui lui a fait un grand mal ou qui a détruit sa planète, ses parents ou autre, est en vie, qu'il fait perdurer donc la lignée. Sauf que pour cela, il faudrait que Granola ait vu Bardock sous sa forme humanoïde. Donc ce que l'on sait, c'est que Granola a survécu à cette phase de rencontre avec Bardock, donc soit Granola est caché, ou une autre faction armée s'en est pris à lui lorsqu'il était sous forme de Ozaru, avant qu'il ne puisse tuer Granola dans cette simili-église ou un délire comme ça. Donc il l'a laissé malgré lui. Et comme on le sait, une fois qu'une invasion est terminée, les Saiyans repassent en forme de base, ils ne restent plus en Ozaru, ils font un festin, ils mangent, parfois ils mangent même le peuple qu'ils viennent de tuer, ou ils mangent quelque chose qui se trouve là-bas. Et ça pourrait être alors un souvenir très marquant pour Granola de voir Bardock et sa bande en train de festoyer par-dessus les dizaines de milliers ou de centaines de corps de ses proches et même de ses propres parents. Ça pourrait être alors un énormissime motif pour que Granola, un peu comme le Broly d'avant, qui n'arrêtait pas de rabâcher Kakaroto, Son Goku, etc., Cachalo pour la VF, tout simplement par rapport à son faciès, quand il voyait Goten, il réagissait, eh bien ça serait un petit peu le même délire pour Granola. Il a pour vision cauchemardesque le visage de Bardock, et donc il en voudra aussi à Son Goku. C'est une possibilité très très forte par rapport à ça. Donc ensuite dans les pages, on a du déroulement assez classique, j'ai envie de dire, sont toutes classiques concernant le fait que Granola arrive à s'évader, qu'il apporte des détails par rapport à sa race, par rapport à son rêve, par rapport à ses connaissances sur les Saiyans, le fait que Goichi ne le poursuive pas, ça veut dire que c'est un personnage au final qui sera probablement Osef dans l'histoire pour la suite, on en parlera probablement plus ou de manière anecdotique, pour aller sur la planète de Beerus. Et là c'est clair qu'on a encore des choses trépidantes qui se passent et qui se lancent. C'est un joli d'ailleurs début d'arc je trouve, énormément de hype, peut-être même plus que sur les précédents arcs en termes de début. On sent déjà une tension alors qu'il n'y a pas grand chose qui s'est fait dans l'arc, je trouve ça cool. On aurait pu croire qu'il y a des débilités qui se passent par rapport au poisson oracle, mais celui-ci a donc besoin d'une piqûre de vitamine pour s'endormir, mais je trouve que ce que cela présage est assez énormissime parce que, sauf si on ne nous l'a pas dit, mais jusqu'à présent dans l'œuvre, on n'a jamais vu le poisson oracle qui a des problèmes pour dormir. Et pourtant, on est quand même passé par des putains de problèmes. On a eu Goku contre Beerus qui ont failli péter l'univers, on a eu Zamasu qui a commencé à péter la gueule de tous les dieux, enfin de tous les Kaioshin et Akashin dans sa timeline et qui a voulu s'en prendre à toutes les timelines. Le poisson oracle semblait dormir sur ses deux oreilles. Le tournoi du pouvoir dans lequel Zeno aurait pu détruire absolument tout le monde d'un simple claquement de doigts, peut-être même le poisson oracle lui-même allait savoir, et il dormait toujours tranquillement. La bataille contre Moro qui vient de se terminer, même vu, il était tout à fait bien réveillé, et maintenant désormais que l'arc Granola démarre, avec une intrigue qui nous semble beaucoup plus limitée à l'univers 7 pourtant, qui ne semble pas prendre énormément d'ampleur. C'est vrai que Moro, on avait l'impression qu'il allait s'en prendre au multivers, bouffer tout le monde. Là, clairement, Granola, dans notre esprit collectif, on se dit qu'il va s'en prendre au Saiyan et c'est fini. Et bien c'est là, paradoxalement, où le poisson oracle n'arrive pas à dormir et que c'est donc un mauvais signe de quelque chose de très mauvais qui se prépare pour l'avenir selon Whis. Donc j'espère que ce n'est pas juste un effet de style, que les conséquences et les retombées de l'arc Granola seront à la hauteur des signes qui se manifestent chez ce poisson. Le fait que ça interloque Vegeta m'intéresse aussi beaucoup. Je vous rappellerai qu'en début d'arc Moro, c'était Vegeta qui avait compris que la nature de Merus n'était pas tout à fait normale, qu'il n'était absolument pas normal que Goku et Vegeta ne puissent pas suivre les mouvements de Merus, qu'il arrive à les endormir si facilement dans le chapitre 42, tout ça, c'était vraiment Vegeta qui avait pointé ça du doigt, et ça a été vraiment important vu que Merus est révélé être un ange apprenti. Donc je pense que nous avons une situation similaire en termes d'ouverture d'arc qui se présente ici et qu'elle n'est pas à prendre à la légère. Concernant les dernières pages qui nous sont proposées, alors je reste un petit peu sur ma faim par rapport à Beerus parce que l'Ultra Instinct c'est quand même un délire de Akashin plus que d'anges. Les anges l'ont de manière innée, c'est en eux, et puis c'est comme ça, tandis que les Akashin doivent galérer pour l'avoir. Et pourtant Beerus s'énerve sur le fait que Goku soit toujours bête, mais il ne s'énerve pas sur le fait que Goku ait atteint, maîtrise et utilise à volonté l'Ultra Instinct. Ça me paraît bizarre, et ça fait plusieurs fois d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, que Beerus s'en fout un petit peu en fait, il réagit pas, il n'a pas peur, il n'est pas énervé, il n'est pas jaloux. Il ne semble pas dépassé en somme, ça ne lui semble pas anormal ni même prodigieux que Goku arrive à faire cela. Alors est-ce que Beerus est dépassé et s'en fout, et ça m'étonnerait vu son caractère, ou est-ce que Beerus en a encore énormément plus que Son Goku sous le pied, même s'il ne maîtrise pas autant que lui l'Ultra Instinct, encore que depuis peut-être que Beerus a progressé, mais c'est forcément l'un des deux choix qui s'offre à nous. Vous me direz en zone commentaire pour lequel vous penchez bien sûr. Les deux dernières pages nous montrent alors Son Goku qui va se lancer dans un entraînement et non un combat face à Whis. Un combat d'entraînement mais sous forme d'Ultra Instinct, Goku le réactive comme il le veut, Vegeta s'énerve à la vue de cela, donc ça nous en dit long sur le fait que Vegeta va vouloir encore évoluer, va vouloir dépasser Son Goku à nouveau, soit par l'Ultra Instinct, soit par quelque chose de nouveau qui lui sera propre, ça lui ressemble un petit peu toujours, pour au final avoir le combat qui se lance face à Whis. On voit que Goku il va quand même assez fort, il répète un type de mouvement qu'il avait déjà fait d'une manière ou d'une autre face à Moro,
et on est forcément extrêmement curieux de voir la page numéro 13, 14 et suivante, afin de voir comment Whis, Beerus, Vegeta même vont réagir à ce spectacle qui nous est offert. Je vous rappelle que entre chaque arc, ou au début de chaque arc, on a ce genre de remise à niveau des échelles de puissance. Par exemple, à la fin de l'arc Zamasu, Goku et Vegeta venaient d'avoir le SAJ Blue maîtrisé qui fracassait tout, et pourtant Vegeta s'est confronté à Beerus, et Beerus a one-shot Vegeta, en lui disant à Vegeta que c'est honorable, il pourrait être un petit Akashin dans un univers un petit peu de merde, mais que par rapport à Beerus, il ne vaut rien. Là également, Toyotaru et Toriyama recadrent les niveaux de puissance pour que l'on comprenne où on en est, parce qu'on a flirté avec les anges et tout ça, et il y a beaucoup d'incompréhension. Est-ce que Goku a le niveau d'un ange ou pas? Forcément, par rapport à un ange aguerri comme Whis, la réponse est très sûrement non. Whis devrait nous le prouver dans les pages qui suivent, mais je remarque un truc, c'est que Whis prend une pause de combat, chose qu'il prend quand même très peu. Alors c'est vrai qu'il l'a fait un peu précédemment, surtout dans l'anime, pour faire des démonstrations de force à Goku et Vegeta, mais de manière récente, Whis ne s'inquiétait absolument pas en entraînement. Parfois il restait dans sa pose de base, il tapait juste des esquives, il bougeait un petit peu sa canne, son doigt, ce genre de choses. Là il a pris une réelle pause de combat, comme Merus ou Whis l'a déjà utilisé dans le passé. Est-ce que cela signifie que Whis a plus de respect pour le combattant qu'est devenu Goku? Est-ce que cela signifie que Whis doit y aller peut-être un tout petit peu plus fort qu'il doit y aller d'habitude? Peut-être d'habitude il était à 0,5%, là il est à 1% de sa force, je vous dis ça au hasard en termes de pourcentage. En tout cas Whis suit du regard Son Goku, ça nous en dit déjà long sur le fait qu'il devrait être en mesure de facilement le contrer. Et la suite logique des choses que je vois arriver en page 13, 14 et suivante, c'est que Whis va quand même très largement dominer Son Goku sous cette forme d'Ultra Instinct pour nous montrer que le chemin à parcourir reste extrêmement long encore pour la bande des mortels, en gardant en tête que Goku est réellement celui qui sort du lot, donc pour Vegeta et les autres, le chemin est encore bien plus long. Mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo. Par rapport à l'avenir de cet arc, je reste toujours sur la même lignée de ce que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Je pense donc qu'on va forcément réexploiter l'Ultra Instinct, pourquoi pas le cas de Merus. Vegeta va être bien sûr mis au goût du jour, Beerus risque de graviter autour de la situation sans forcément y être principalement impliqué. L'entraînement Goku-Whis va être super intéressant, on va en apprendre extrêmement plus sur cette race des céréales, et je pense que le cas de Granola va impliquer beaucoup d'autres personnages qui sont donc Freezer. Est-ce que Freezer sera tout au long de l'arc un ennemi de Granola? Ou est-ce que Freezer, vous connaissez sa malice, va arriver à se faire de Granola un allié en lui disant « Mais non, regarde, c'est moi-même qui ai tué les Saiyans, j'ai été manipulé par eux, ils voulaient à tout prix génocider des peuples, c'était trop, je les ai terminés moi-même, c'est pas une comète, allez viens dans mon armée Granola, tu verras, tout est beau, tout est rose, on va se taper contre les Saiyans qui restent ». Il se peut que Freezer arrive à retourner le cerveau de Granola grâce au fait que Granola ne connaisse pas tout de la situation. Granola en veut en premier lieu aux Saiyans, car ce sont eux les exécutants, les Ozaru, donc il va s'en prendre à Goku, Vegeta, la Z-Team, et par extension à Broly, selon moi. Également, il y a une grosse zone de flou, d'interrogation, c'est comment fait-on du lien entre le fait que Granola est un survivant donc céréalien, et qu'il connaissait l'existence de 7-3. Est-ce que Granola voulait mettre la main sur 7-3 juste par opportunité comme ça? Un peu comme un Han Solo dans Star Wars qui navigue et qui va chercher des belles primes, des beaux objets, tout ça. Car là, désormais, on ne peut plus dire qu'il savait pertinemment pour la bataille par rapport à Moro et qu'il a attendu juste après. Sinon, il serait au courant que les Saiyans existent, s'il savait pour Moro sa défaite face à Goku. Donc il me semble qu'un peu à l'instar de Zamasu, nous allons avoir une sorte de menace pour la Z-Team qui saisit des opportunités plutôt que d'être un grand calculateur. En parlant de cette menace, et pour vous glisser 2-3 mots avant de conclure, je me demande énormément aussi pourquoi on ne part pas sur l'histoire des Tsufuls. Pourquoi nous inventer, en fait, sortir de n'importe où cette race des céréaliens, alors que leur récit, leur histoire, leur manière de se battre, visiblement très technologique, leur chara-design, ressemblent comme deux gouttes d'eau à celui des Tsufuls. Est-ce que ce sont des Tsufuls 2.0? Est-ce que ce sont des Tsufuls déguisés? Ou sont-ils réellement un peuple avec une histoire totalement nouvelle, inédite et à part dans l'œuvre Dragon Ball, qui va se démarquer de celle des Tsufuls? En tout cas, d'après ce que je vois aujourd'hui, ce que l'on nous propose ici aurait pu être facilement adapté à l'histoire des Tsufuls sans avoir à se compliquer la vie à nous inventer un tout nouveau peuple. Vous me direz en zone de commentaire absolument tout ce que vous pensez de tout ça. Il y a eu énormément de choses, on va revenir bientôt bien sûr en vidéo, des spoilers arrivent, le résumé complet du chapitre arrive et tout cela d'ici le 20 janvier 2021. Merci infiniment pour tout votre soutien, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.